Voilà, chers collègues, il est 10 heures, donc nous allons démarrer. Je voudrais tout d'abord excuser le président Anjou qui a eu un petit souci de santé. Il a eu un petit accident, donc il est opéré. Il s'est cassé le poignet. Il fait l'objet d'une opération, donc il m'a demandé de le représenter, ce que j'ai accepté évidemment avec beaucoup d'enthousiasme. Première recommandation, vous pouvez vous mettre à l'aise, enlever les cravates, les vestes, enfin voilà, hein, si vraiment vous en ressentez le besoin. Voilà, nous avons donc une audition. Je suis heureux d'accueillir donc Sylvie Landriève qui dirige le forum Vie Mobile, qui est un think tank financé par le mécénat de la SNCF, c'est important, qui a pour champ d'expertise la place des déplacements dans nos modes de vie et la manière dont nous pourrions concevoir les politiques de mobilité de demain. Un sujet actuellement au cœur de vos travaux, la prédominance de la voiture dans nos systèmes de déplacement et ses implications en termes sociaux et écologiques. Si la voiture est souvent considérée comme un facteur d'autonomie et d'émancipation individuelle, en particulier dans les territoires ruraux, la dépendance à ce mode de transport peut aussi constituer un facteur d'exclusion, on l'a vu récemment, lorsqu'il n'existe pas de solution de transport alternative. Or, selon une enquête menée par le centre de recherche, le CREDOC, en 2025 pour le forum Vie Mobile, 33% des Français sont structurellement exclus de la conduite automobile. 33%. Pour des raisons variées allant de l'âge, 20% de la population est âgée de moins de 17 ans, à l'absence de permis et aux incapacités permanentes de conduire. Même pour les titulaires du sésame que constitue le permis de conduire, la conduite automobile n'est pas toujours accessible aux freins matériels, au premier rang desquels l'obstacle financier lié au coût d'acquisition du véhicule et au prix du carburant, peuvent s'ajouter des freins administratifs, défaut d'assurance, contrôle technique non à jour, et d'autres plus conjoncturels liés au contexte de conduite qui peuvent susciter de l'appréhension, voire un renoncement chez certains conducteurs. Selon cette enquête, près de 10% de la population renonce souvent à conduire de nuit et juge impraticable la conduite en zone rurale ou montagneuse. La défense du droit à la mobilité pour tous, notamment en zone rurale, constitue un engagement constant de notre commission. Depuis la loi d'orientation des mobilités de 2019, de nombreuses initiatives législatives ont visé à renforcer l'accès au transport dans notre pays, en zone urbaine comme en zone rurale ou peu dense. Je pense tout d'abord à la loi de 2023 visant à déployer des services express régionaux métropolitains, qui a pour objet d'améliorer la desserte ferroviaire de 10 agglomérations françaises en 10 ans. Nous sommes à perspective de 26 sermes aujourd'hui. Nous avons également vivement soutenu la loi d'origine sénatoriale visant à favoriser le réemploi des véhicules, n'est-ce pas Jacques, promulguée en avril 2024, à l'unanimité d'ailleurs, qui vise à faciliter le déploiement de services de mobilité solidaire au profit des millions de Français qui souffrent de précarité mobilité, en particulier en zone rurale. Les membres de cette commission ne le savent que trop bien. Faute d'une rentabilité suffisante, l'offre de transport collectif demeure particulièrement lacunaire dans les territoires ruraux qui sont caractérisés par des densités faibles et des distances à parcourir importantes. La complémentarité entre les modes, à commencer par les modes massifiés et les modes doux, doit également être renforcée si nous souhaitons désenclaver les territoires avec une empreinte carbone maîtrisée. Si des initiatives parcellaires existent, les collectivités territoriales se heurtent structurellement à des difficultés de financement compte tenu des contraintes législatives encadrant le versement mobilité ou de base fiscale trop limitée. Bien entendu, ces questions ne sont pas sans lien avec la conférence nationale sur le financement des transports en cours. Je précise d'ailleurs que le séminaire de convergence aura lieu demain à Roquelaure pour les 4 ateliers qui travaillent sur ces sujets, qui vise à bâtir un nouveau modèle de financement pour nos infrastructures et services de mobilité d'ici à 2040, dans un objectif de réduction des émissions du secteur, d'efficacité budgétaire, mais aussi de continuité des services de transport dans tous les territoires. Dans le prolongement de cette réflexion, Madame la directrice, le Forum Vie Mobile finalise en ce moment un rapport visant d'une part à chiffrer le coût consolidé de l'usage de la voiture dans notre pays et d'autre part à imaginer, et c'est tout l'objet de votre venue parmi nous ce matin pour éclaircir ce sujet, imaginer un système de transport alternatif à ce mode de transport à l'échelle nationale. Avant toute chose, pourriez-vous nous présenter les objectifs et la méthodologie de votre étude, ainsi que les principaux résultats que vous dégagez à ce stade? Le modèle que vous proposez nécessiterait, en zone rurale, de développer un réseau structurant de pistes cyclables et piétonnes et de transformer une large partie du réseau routier en voie verte. Une telle réorganisation de la voirie aurait de très lourdes conséquences financières, évidemment, alors que les départements et les communes ont déjà du mal à assurer ne serait-ce que l'entretien régulier de leur réseau. Comment envisagez-vous le financement d'un système de transport alternatif à la voiture dans un contexte de finances publiques exsangues?
Je vous cède la parole pour un propos liminaire qu'on pourrait imaginer autour de 10 à 15 minutes, et puis ensuite, les collègues pourront poser toutes les questions. Mais cette audition, c'est intéressant de partager avec vous vos réflexions qui peuvent quelquefois nous percuter. Je précise que cette audition fait suite à une suggestion d'Olivier Jacquin. Voilà. Pour cette avant-dernière semaine de session. Je vous laisse la parole, si vous voulez. Je dois appuyer quelque part ? Oui, ici. Ouais. Eh bien, merci pour l'invitation. Ce que je vais défendre, en fait, dans les 10-15 minutes qui me sont imparties, c'est que si on le souhaitait collectivement, ce serait tout à fait possible de se déplacer librement sans voiture, mais sur tous les territoires. Puisqu'en fait, le plus souvent, en gros, et vous l'avez repris un peu dans votre introduction, on a tendance à se dire que les transports collectifs, c'est à l'endroit où il y a les flux, et donc plutôt les grandes métropoles, soit à l'intérieur des grandes métropoles, soit de grandes métropoles à grandes métropoles. Et puis en gros, ailleurs, c'est pas grave parce qu'il y a la voiture. Et donc là, déjà, même rien que sur ce sujet-là, en fait, le problème de parler de rural est extrêmement réducteur. Parce qu'en fait, on a l'impression que finalement, le rural, ce serait un territoire résiduel. Mais le territoire qui n'est pas desservi par les alternatives à la voiture concerne 70% de la population et à peu près 85% du territoire. Donc on n'est pas du tout sur un territoire résiduel, on est sur un problème majeur. Donc c'est vraiment le sens, et c'est la raison en fait pour laquelle on s'est intéressé à ce sujet. Donc je ne reviens pas en fait sur la question des éconduits du système voiture, mais juste ce que je voudrais dire, c'est que c'est quoi l'objectif que l'on poursuit. Je reprendrai les propos de Yves Crozet. Yves Crozet, il dit, puisque lui, il défend plutôt le fait que la voiture, il a été dans notre comité scientifique, et on travaille très bien avec lui, il défend le fait que la voiture, on ne peut pas s'en passer. Pourquoi ? Parce que c'est l'assurance mobilité. Donc du coup, je l'ai pris au mot, et je me suis dit, il faut effectivement imaginer un système qui est l'assurance mobilité. Et donc l'assurance mobilité, c'est quoi ? C'est-à-dire que c'est pouvoir se déplacer pour tous. Donc là, je ne reviens pas sur les chiffres qui ont été donnés par le président Mandeli, mais on a fait quand même une grande enquête avec le Crédoc qui montre que la voiture, ce n'est pas la liberté pour une bonne partie de la population. Et je préciserai un point, c'est que par exemple sur l'histoire de la conduite de nuit, donc je ne reviens pas sur tous les gens qui... Alors je dirais plutôt, pour ceux qui sont structurellement empêchés de conduire, au point de vue juridique, c'est une proportion qui ne va cesser d'augmenter du fait du vieillissement de la population et du fait qu'il y a des chances qu'en France, peu ou prou, on adopte les réglementations qui existent dans d'autres pays qui font qu'à partir d'un certain âge, on doit repasser tout ou partie du permis. Donc de toute façon, les éconduits, comme on les appelle, qui aujourd'hui sont 30%, ils ne vont faire qu'augmenter. Je reviens sur ceux qui ne sont pas éconduits au sens structurel, qui ont une voiture, qui ont les sous pour l'acheter, payer l'assurance et mettre de l'essence dans le réservoir. Malgré tout, sur la question de la nuit, les gens qui sont empêchés de conduire la nuit, pour des raisons, soit parce qu'ils n'ont pas une bonne vue, soit parce qu'ils ont peur de la panne, etc., c'est 40% des conducteurs, plus de 40% des conducteurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour une bonne partie de la population, nos 70% de la population qui ne sont pas métropolisés, ils ne peuvent sortir. Pourquoi je dis sortir ? C'est que même quand on ne travaille pas, même quand on habite, quel que soit le cadre de vie dans lequel on habite, en fait, on sort le soir. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, tous les loisirs sont très structurés par le soir, en particulier par l'agenda de ceux qui travaillent. Donc, en fait, vous ne pouvez pas plus aller voir votre voisin si vous habitez à la campagne, en voiture, vous ne pouvez pas aller voir un match de foot, vous ne pouvez pas aller au cinéma dans la ville moyenne d'à côté, si vous êtes empêché de conduire la nuit. C'est pour dire, en fait, que, il y a énormément de déplacements qui ne peuvent pas se faire avec le système actuel. Et donc, les transporteurs disent que même l'Île-de-France, d'une certaine façon, la nuit, ça ressemble à la campagne le jour, en fait, en termes de desserte de transport collectif. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est un système où, en fait, tout le monde est desservi et de façon, je dirais, toute la journée. Puisque, en fait, l'organisation de nos modes de vie aujourd'hui, contrairement à ce qui précédait pendant des siècles, on va dire, où soit on vivait et on se déplaçait à la proximité immédiate de son domicile, soit on était itinérant. Aujourd'hui, ce que les sociologues disent, c'est qu'on est dans un monde de la réversibilité. On ne cesse de partir et revenir à son domicile.
Donc en fait, il faut absolument que le système, et ça c'est peut-être l'avantage de la voiture aujourd'hui par rapport au transport collectif, quand on part de chez soi, on veut avoir l'assurance de revenir. Et donc c'est pour ça que le système qu'on a pensé, il est pensé comme ça, il est pensé pour tout le monde, et aussi, on va dire, 7 jours sur 7, et toute la journée et toute la nuit. Alors la condition, c'est qu'il faut que ce soit pour tous les territoires. Pourquoi ? Tout d'abord pour une autre raison, une raison très démocratique. On fait beaucoup d'enquêtes et des forums citoyens sur la mobilité, et les Français, la plupart d'entre eux, ont choisi le cadre de vie dans lequel ils vivent, et ils veulent y rester. Qu'ils vivent à la campagne, qu'ils vivent dans un bourg rural, qu'ils vivent en périphérie, dans une ville moyenne, en périphérie d'une grande ville ou dans une grande ville. Je mets de côté l'Île-de-France qui a des problèmes spécifiques, mais tous les autres cadres de vie ont leur fan club, si on peut dire, et les gens veulent y rester. Donc, dans une perspective démocratique, on doit offrir un système de mobilité à tout le monde, dans tous les cadres de vie, dans tous les territoires. Et il y a une autre raison à cela. Donc, je disais 70% des Français ne sont pas métropolisés, hein, mais même quand on vit, on a son domicile à la campagne ou on a son domicile dans une ville moyenne, on ne vit pas que dans ce cadre de vie, parce qu'on ne vit pas seul, on a des activités, on a des relations sociales, des relations familiales, et on ne cesse de passer d'un système à l'autre. Et c'est d'ailleurs à ça que servent les déplacements. Et donc, tout le problème, c'est que toutes les solutions qui sont orientées cadre de vie, c'est-à-dire une solution pour la campagne ou une solution pour la ville, ne répondent jamais complètement à la problématique des déplacements des gens, et donc font que 80% des ménages ont des voitures et 80% des déplacements sont faits en voiture. Donc c'est vraiment ce sujet-là auquel on s'attaque, entre guillemets. Alors le moyen, nous on considère qu'on peut penser, donc j'espère que comment cela va vous intéresser à la commission aménagement du territoire, que l'aménagement du territoire au XXIe siècle, dans une perspective écologique, dans une perspective de transition énergétique et d'autonomie stratégique, c'est surtout faire avec l'existant, c'est-à-dire pas déplacer les gens, ne pas déplacer les emplois, ne pas déplacer les activités. Regardez plutôt où on est et comment on peut faire avec l'existant. Je donnerai un exemple très simple. Pendant le Covid, c'est ce qu'on a fait. On a trouvé des systèmes d'organisation avec l'existant. Donc, bien sûr, c'était une situation particulière qu'on n'a pas envie de faire durer, mais c'est pour dire qu'on est tout à fait capable de le faire. Et d'ailleurs, le déploiement du télétravail, qui est le fil de traîne de la période Covid, c'est une politique de mobilité, d'une certaine façon. Donc, en fait, pourquoi partir de l'existant ? Alors, pour des raisons pratiques. Il se trouve qu'on a un réseau routier relativement conséquent, relativement bien entretenu, et qui permet d'accéder à tous les territoires. Toutes les maisons, en fait, sont accessibles par la route. Donc, on peut très bien distraire une partie du réseau routier à la voiture individuelle pour que des transports collectifs et des alternatives comme la marche et le vélo puissent, alors les transports collectifs puissent avoir une vitesse commerciale compétitive, entre guillemets, et puis aussi bien les marcheurs que les cyclistes puissent vraiment se déplacer en toute sécurité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour des raisons économiques, parce que, donc, vous l'avez cité, en fait, de toute façon, la préoccupation économique est bien sûr majeure. Quand on fait avec l'existant, on s'épargne les coûts des gros projets, et aussi les émissions de gaz carbonique qui sont liées à la création de nouvelles infrastructures. Et puis aussi des raisons temporelles, tout simplement. Comme ça, on peut le faire dès maintenant. Alors, pour dire que ce n'est pas juste, donc vous disiez quelle est la méthode, malgré tout, donc, en réalité, c'est une idée d'un ingénieur qui est aujourd'hui maintenant entré au ministère, mais qui s'est basé sur des modèles. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une idée, on a des modèles. Le modèle suisse, en fait, en Suisse, tout village de plus de 100 habitants est desservi plusieurs fois par jour par car pour rejoindre le système ferroviaire. Donc là, le modèle suisse, c'est quand même l'articulation car-train. Le système hollandais, c'est plutôt l'articulation train-vélo. Donc ils sont extrêmement célèbres pour ça. Et simplement, je veux tout de suite partager quelque chose avec vous, c'est que ce n'est pas du tout une raison culturelle qui fait que ces systèmes se sont déployés. Ce sont vraiment des politiques, les politiques suisses et les politiques hollandais qui ont déployé ce système, et à chaque fois pour des raisons d'autonomie stratégique. Donc nous, on a ça aussi en tête, c'est que plus on consomme d'énergie, en particulier d'énergie fossile, plus moins on est indépendant stratégiquement. Donc aussi bien les Hollandais que les Suisses, c'est pour cette raison qu'ils ont mis en place leur système, en se disant
en cas de problème, on sait se déplacer sur notre territoire. Alors le système lui-même, du coup, il est très simple. On utilise les infrastructures existantes. Donc le rail, le problème, c'est que pour avoir un cadencement qui est l'objectif, un cadencement à la demi-heure, il faut qu'il soit extrêmement bien entretenu, comme en Suisse. Mais sinon, en fait, on utilise les infrastructures existantes pour l'essentiel. Il y a quelques créations nouvelles, mais pour l'essentiel, c'est l'existant. Le car, il est structuré par des rabattements vers l'épine dorsale qui est le chemin de fer. Et là, on utilise, comme je le disais, une partie du réseau routier qui, lui, par contre, ne sera plus accessible aux voitures individuelles. Et il y a tellement de routes en France que les bureaux d'études sur lesquels on a fait travailler sur 7 départements très ruraux, départements moyennement urbanisés et départements complètement métropolisés, n'ont besoin que de 10 à 15% des routes existantes pour faire circuler ce système qui permet de desservir la totalité de la population ou presque. C'est pour dire que nous ne manquons pas de routes et que nous pouvons en distraire une partie à l'usage de la voiture individuelle, sauf riverains bien entendu. Donc là, pour le bus et le car, eh bien, on peut imaginer une fréquence à la demi-heure la journée et un peu moins fréquente pour la nuit. Alors ensuite, un maillage cyclable et marchable partout. Alors ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, en fait, ce n'est pas possible de faire du vélo. Alors très souvent, on fait comme si le vélo et la marche, c'était en gros un truc de grande métropole. Et c'est vrai que c'est là que ça s'est le plus déployé. Mais même dans les métropoles, comme on ne leur a pas réservé une partie complète du réseau, en gros, ce sont des pistes étroites qui sont quand même utilisées pour de la vitesse et qui ne permettent pas ni aux jeunes de les utiliser, ni aux groupes. Par exemple, on n'imagine pas comment 5 ou 6 ados de 13, 14, 15 ans faire du vélo à Paris. Donc c'est pour dire que même dans des villes qui ont une politique en faveur du vélo, on est très en deçà de ce que nous, on préconise. Et pour aller dans les espaces plus ruraux ou en tout cas non métropolisés, aujourd'hui, il faudrait être le plus souvent complètement inconscient pour laisser des jeunes faire du vélo sur les routes secondaires, alors qu'ils pourraient être dépassés, soit par des voitures à 60 km/h, voire, quand c'est des départementales, par des camions. Donc en fait, si le vélo et la marche ne se déploient pas, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, tant qu'il n'y aura pas des réseaux routiers entiers de réservés, ça ne pourra pas se déployer correctement. Alors, donc notre système, il est très orienté en fait par les pratiques, et donc, en fait, il a besoin d'être intégré. Et c'est là aussi qu'il y a donc sans du tout préjuger de qui opère localement, le public, le privé, tel ou tel système. Là, vraiment, ça peut être complètement libre. Par contre, il y a besoin d'un organisateur public. Un organisateur public, pourquoi? Alors, pour bien sûr penser l'interconnexion. Donc ça, c'est ce que font les Suisses ou les Hollandais. Pour penser les horaires, juste une remarque, en Suisse, les horaires sont imposés par la Confédération à tous les transporteurs. Donc, parce que comme ça permet un système interconnecté. Et bien sûr, pour les tarifs, le paiement, l'information, la billettique, et là, par exemple, vous avez l'exemple du Japon, où, avec un même pass, vous pouvez circuler dans la totalité du Japon, sauf sur le Shinkansen. Donc voilà, c'est pour dire que, en fait, des exemples existent. Alors, ce nouveau système, en fait, on pourrait dire, d'une certaine façon, il existe déjà, mais par petits bouts. Alors, bien sûr, vous êtes élu, et donc, dans plein d'endroits, il y a des bouts de ce système. On va dire, donc, il y en a, je ne vais pas tous les reprendre, tous ceux qui apparaissent à l'écran, mais par exemple, vous avez du train cadencé à la demi-heure qui se met en place dans la Bretagne Sud, donc sur tout un morceau du territoire. Vous avez du car dans les bourgs ruraux dans le Nord Cotentin. Vous avez une train-vélo en libre-service en Charente. Et je pourrais faire plein d'exemples comme ça. Mais le gros problème, c'est que ça ne fait pas système national. Et donc, si vous êtes, par exemple, nous, on a fait un forum citoyen en Normandie. Vous habitez en Normandie, vous voulez aller voir vos petits-enfants dans l'arrière-pays du Médoc, en fait, vous n'avez pas de système qui vous permet de le faire aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment ce que l'on essaye de mettre sur la table. Alors, le système, donc, bien sûr, on a voulu l'évaluer. Et donc, il répond à la question de départ évoquée par M. Mandelli, c'est-à-dire qu'il s'adresse à 68 millions de Français, lui, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est laissé sur le bord du chemin.
Il absorbe la totalité des flux existants et une partie des flux nouveaux, des gens qui sont aujourd'hui empêchés de se déplacer, en particulier le soir. Il crée environ 120 000 emplois de conducteurs et il permet quasiment d'atteindre la neutralité carbone, ce que pour l'instant, on ne fait pas du tout, même si c'était un objectif. Alors, bien sûr, la question du coût est à l'agenda. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons fait évaluer par le laboratoire d'économie des transports le système voiture actuel. Le système voiture actuel, donc quand je dis le système, c'est-à-dire les coûts privés des personnes, des entreprises, les coûts publics des collectivités, de l'État. Le système voiture actuel, c'est au minimum 300 milliards d'euros par an. Donc c'est une somme colossale. Notre système alternatif, notre système de mobilité nouveau, dont on n'a pas encore défini le nom, c'est moins de 50 milliards d'euros par an. À telle enseigne que les économistes mainstream, comme on dit, disent « mais que vont faire les gens de tout cet argent, puisque dans le système voiture actuel, une bonne partie des 300 milliards sont payés directement par les gens. » Donc en fait, on pourrait très bien dire, on va avoir on pourrait avoir un débat collectif sur ce qu'on ferait de la manne retrouvée, quid de l'augmentation du pouvoir d'achat de certains, quid de nouveaux investissements publics par ailleurs, vraiment tout est ouvert. Donc en conclusion, il nous semble que notre système alternatif, non seulement il a beaucoup d'avantages pour les individus, pour les personnes, augmentation du pouvoir d'achat, une liberté retrouvée ou nouvelle pour tous les éconduits de la voiture, et surtout une desserte de tous les territoires, tant il est vrai que toujours on n'arrête pas de dire « ah ben voilà, oui, mais les territoires ruraux, oui », comme si c'était un bout du territoire, ce que je disais précédemment. Donc il faut absolument penser système, d'autant qu'une remarque, on est en train de lancer une enquête sur la dispersion territoriale des familles françaises. Et donc il y a fort à parier que tous autant que nous sommes, nous accédons, sinon régulièrement à l'ensemble des territoires français, quand même à 3-4 régions différentes. Et pour la collectivité, une réduction du coût d'entretien des routes, tant il est vrai aussi que le coût d'entretien des routes est lié au poids de ceux qui circulent dessus, une disparition d'une partie des coûts sociaux, bruit, pollution, CO2, accidents, donc externalités du système voiture que vous connaissez bien, et bien sûr, et ça n'est pas le moindre des avantages, une bien meilleure autonomie stratégique. Vous avez sans doute en tête que le scénario de RTE prévoit qu'il n'est pas possible de renouveler le parc actuel thermique de voitures. Donc, en fait, pour conclure, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment le moment ou jamais de s'intéresser à un nouveau système de mobilité. Je vous remercie et je suis à disposition pour répondre à vos questions. Merci. Voilà. Je pense que l'objectif, c'était de nous interpeller collectivement sur un sujet ou sur cette perspective d'une France sans voiture, ce qui est quand même assez perturbant, c'est vrai, tellement ce modèle il est ancré et qu'il est aussi synonyme de liberté pour aller d'un point A à un point B, et que le permis de conduire est souvent, quand on a 18 ans, là aussi synonyme de liberté, d'émancipation, etc. Donc c'est vrai que c'est notre culture. Voilà, donc moi je vous laisse à vos réactions, parce qu'en réalité, pour participer aussi à la conférence Ambition Transport, dans l'atelier numéro 1 sur les financements, quand on regarde la nature des déplacements, c'est vrai que j'imagine mal prendre un vélo pour aller à un point de rabattement à 10 km pour emmener mes enfants à l'école qui se trouve à 1,5 km. Enfin voilà, dans le quotidien des Français, dans leur façon d'utiliser aussi le véhicule, ou d'aller à la boulangerie qui se trouve à 2 km en car ou en train. Enfin voilà, et notamment dans les zones très rurales ou les zones de montagne. Donc je vais laisser mes collègues s'exprimer. Très clairement, on a du mal à se projeter en fait. Voilà, et c'est l'intérêt de cette audition, de nous interpeller et de pouvoir échanger sur les sujets au regard de nos pratiques quotidiennes et celles de nos concitoyens dans leurs besoins ou leurs attentes. Voilà, mais ça a le mérite, en tout cas, vous avez le mérite de poser le sujet et qu'on puisse échanger. Olivier, qui était à l'origine d'ailleurs, je l'ai indiqué tout à l'heure, de cette audition.
Merci Sylvie et le Forum Vie Mobile, et un grand merci à la Commission, à Didier et à Jean-François Longeau d'avoir permis d'entendre cette réflexion. Moi, je l'ai proposé parce que je travaille beaucoup sur les transports, et dans la dernière année, c'est la réflexion la plus stimulante que j'ai rencontrée. Et comme j'avais fait un rapport sur les espaces peu denses il y a quelques années et les problématiques de transport là-dedans, c'est la première fois qu'on a un chiffrage du coût complet d'un réseau de transport en commun pour les zones rurales. Et c'est ça qui m'a semblé intéressant de vous faire partager et découvrir. Et justement, je suis en contact avec le Forum Bimobile pour présenter ce système dans mon département. Et au premier contact, les élus en responsabilité des transports sont extrêmement intéressés par la réflexion. Alors, la question que j'ai envie de poser, c'est comment on passe à une étape suivante. On évoque la possibilité d'expérimenter partiellement ce système sur certains territoires. Mais comme j'ai pu le dire la première fois que vous m'avez révélé cette étude, je pense qu'il y a loin de la coupe aux lèvres, car je ne vois pas dans quel système démocratique on pourrait empêcher la voiture privée de circuler. Merci. Je vais prendre une série de questions, si vous voulez bien. Donc Alain Dufour. Oui, merci Président, merci Madame la Directrice. Vous avez évoqué effectivement des exemples concrets en termes de mobilité sur la Suisse et la Hollande, le bus plus train et le train plus vélo, avec des cadencements de toutes les demi-heures. Néanmoins, moi je suis élu d'un territoire rural, vous avez parlé de ruralité, du Gers, et des expériences ont été mises en place, si vous voulez, pour essayer de pallier à l'utilisation de la voiture. Il s'avère qu'il y a eu le transport à la demande qui n'a pas fonctionné. Il y a également des pistes cyclables qui ont été mises en place, qui ont coûté fort cher au département, au conseil départemental. Il y en avait pour 15 km, je crois, dans les 4 millions d'euros, qui sont peu utilisés. Et la plupart, si vous voulez, des citoyens indiquent comment je vais faire pour aller faire des courses, etc., alors que le département est vallonné en vélo. Donc se pose une question que vous avez évoquée du financement de tout ça. Pour le ferroviaire, déjà nous avons du mal à entretenir une voie ferrée entre Roche et Toulouse, qui devait être fermée d'ailleurs faute de travaux en 2026. Certains veulent recréer une voie ferrée qui a été abandonnée il y a 15 ans de ça, entre Auch et Agen, et le coût c'est 200 millions d'euros. Donc tous ces transports, si vous voulez, alternatifs, nécessitent beaucoup d'argent de l'État, beaucoup d'investissements. Donc si vos propositions sont intéressantes, est-ce qu'il n'y a pas quand même un côté un peu utopique dans tout cela? Merci. Daniel Guéret. Oui, merci Madame pour votre exposé que j'ai pris en cours de route. C'est un exposé qui a le mérite d'être clair. Il propose globalement un changement de société. Alors c'est à lui seul un programme. Par expérience, vous proposez aussi quelque chose qui me gêne un petit peu, c'est une vision très uniforme et verticale des choses. C'est-à-dire que vous préconisez, avec des arguments que j'entends, et qui pour certains sont complètement pour moi recevables, mais imposer un modèle du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui s'impose à tout le monde, c'est faire fi de la différenciation territoriale sur les mobilités et faire fi aussi des moyens qui sont engagés par toutes les collectivités en zone urbaine, périurbaine et rurale, où les interconnexions sont à l'ordre du jour depuis maintenant 2 décennies et où des réalisations sont faites. Je vous invite à venir en Eure-et-Loire voir le problème qui se pose depuis maintenant une vingtaine d'années, retour d'expérience sur 20 ans, au niveau des pistes cyclables reliant des pôles ruraux à la zone urbaine. Nous avons, il y a 20 ans, fait 120 km de pistes cyclables. Il a déjà fallu les rénover une fois
Parce que quand vous dites qu'on pourrait faire des économies sur les routes en interdisant les voitures, en tout cas pas en interdisant, mais en essayant de faire comprendre aux gens que le progrès, c'est de se déplacer en vélo et plus en voiture. Alors, vous avez raison, sauf que les pistes cyclables, c'est un coût d'entretien. Le département les a financées dans un premier temps et les a reléguées aux communes, qui aujourd'hui n'ont pas d'argent pour les financer. Le résultat aujourd'hui, c'est que nous nous retrouvons avec des pistes cyclables qui coûtent très cher, avec un débat qui paye. En zone urbaine, les villes, parfois anciennes, lorsqu'il faut les paramétrer, pour laisser la place et pour organiser, par exemple, du BHNS, de la piste cyclable, de la voie pour les voitures, on s'aperçoit que c'est très très compliqué. Alors, je pense que dans ce que vous avez dit, il y a des bonnes idées, bien évidemment, et moi je suis intéressé pour les entendre. Mais néanmoins, si on veut, en matière de mobilité, atterrir à un moment ou à un autre, je crois qu'il faut aussi être réaliste. Au-delà des études que vous préconisez, que vous présentez, je pense qu'il y a un problème de coût et aussi un problème de liberté fondamentale. Moi, je suis radicalement contre tout ce qui oppose un moyen de transport à un autre. Et dans mon expérience d'élu local, tout ce que j'ai eu à faire, particulièrement pendant 20 ans, sur les mobilités dans une agglomération de 150 000 habitants, je l'ai fait dans un souci de complémentarité, que ce soit avec tous les partenaires, et y compris d'ailleurs avec les associations qui ont porté avec moi un certain nombre de réalisations. Alors, je souhaiterais quand même qu'on fasse preuve un peu de réalisme dans un moment où le pays, je pense, a d'autres préoccupations que de vendre du rêve, même si le rêve peut parfois permettre de faire avancer les choses. Et en cela, je veux rendre hommage à votre exposé, madame. Merci Daniel. Je vous laisse répondre sur ces 3 premières questions et puis 3 premières interventions et puis on continuerons avec Jean. Pardon. Je note dans vos questions en fait 3 sujets. L'aspect démocratique, je dirais les échecs relatifs des expérimentations menées et puis le réalisme du système alternatif. Je vais commencer par la dernière, la question du réalisme. Oui, c'est un changement de système, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est justement pour nous la raison pour laquelle, en fait, aujourd'hui, toutes les expérimentations ne se déploient pas, voire carrément ne fonctionnent pas et donnent un peu, je dirais, à désespérer des investissements publics qui sont faits avec, je dirais, en toute bienveillance, en particulier au plan écologique. Oui, effectivement, l'absence de pensée système fait qu'on est dans une impasse. Et donc aujourd'hui, en fait, finalement, est-ce que, donc, en creux de ce que j'ai raconté, l'autre système, ce serait de tout simplement remplacer les voitures thermiques par les voitures électriques. Je passe sur le fait que, bien entendu, ça ne donne pas de liberté de se déplacer à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer en voiture, qui ne pourraient pas plus le faire en voiture électrique. Mais par ailleurs, la voiture électrique, en réalité, elle est dans une impasse. Vous le savez de toute façon. Aujourd'hui, elle ne se déploie pas. Il n'y a que seulement 2% des véhicules individuels qui sont électriques. Elle est extrêmement chère. Elle ne s'adresse pas, alors non seulement aux classes populaires, mais elle ne s'adresse pas non plus aux classes moyennes, et même les cadres n'achètent pas de voitures électriques. Avec 2% des voitures, c'est quand même extrêmement peu. Par ailleurs, miser sur la transformation du parc via les flottes d'entreprises, c'est la croix et la bannière, tout simplement parce que les flottes d'entreprises, c'est des grosses voitures pour les cadres le plus souvent, alors qu'il faudrait des petites voitures, que par ailleurs les petites voitures ne sont pas construites par des groupes français, mais plutôt par des groupes asiatiques, donc qui nous mettraient en dépendance stratégique non seulement pour les batteries, mais en plus pour les véhicules. Donc en fait, aujourd'hui, le scénario, on va dire que peut-être que mon scénario est nouveau, mais il est beaucoup plus réaliste que celui de la transformation du parc thermique en parc électrique à l'identique. Et d'ailleurs, je vais ajouter quelques points sur ce système de parc voiture. Aujourd'hui, considérer que c'est la liberté, dans la mesure où 80% des déplacements sont faits en voiture, oui, d'une certaine façon, c'est la seule liberté que la plupart des gens ont sur tous les territoires pour se déplacer. Donc, mais ce n'est pas du tout la liberté au sens c'est formidable. D'ailleurs, qui achète les voitures ? Aujourd'hui, à qui s'adresse la publicité ?
La publicité, elle ne s'adresse pas aux Français. Qui achète des voitures neuves qui vont circuler à la campagne quand en gros on n'en a pas besoin pour le travail et avec une seule personne dedans? En fait, en réalité, les Français, eux, 95% d'entre eux achètent des voitures d'occasion et les font durer le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, on est déjà à 12 ans de moyenne d'âge et on sait qu'il y a une bonne partie du parc qui frise les 20 ans d'âge. Donc en réalité, c'est une liberté très relative qui fait que oui, effectivement, les gens ont besoin de leur voiture dans le système actuel. Et donc tant qu'on ne propose pas une alternative, on est effectivement dans ce système. Donc moi, je dirais, je vais contredire Olivier sur la question de comment, et aussi du système imposé. Le système voiture nous est imposé à tous collectivement. Il est imposé aux plus jeunes d'entre nous qui ne peuvent pas circuler tranquillement sur les routes, pas plus les rues des grandes métropoles que les routes secondaires à la campagne. Il est imposé aux personnes qui, à partir d'un certain âge, ne peuvent plus conduire. Il nous est imposé, et donc oui, nous avons tous des voitures. 80% d'entre nous, de nous en tant que ménage, avons des voitures parce qu'on n'a pas d'alternative. Donc je dirais qu'en termes de démocratie, moi, ça me laisse perplexe. Je dirais que plutôt que c'est un système imposé et qui n'a pas été, je veux dire que c'est pas un système que les gens ont plébiscité par le bas. C'est un système qui s'est déployé par le haut, exactement comme le système alternatif, avec des politiques de circulation, des politiques industrielles. Un historien américain, Norton, raconte comment Ford allait arracher les caténaires des tramways. Donc c'est juste pour dire que c'est pas du tout, c'était pas une demande de la population d'avoir des voitures. C'est une politique industrielle et étatique qui s'est déployée dans la plupart des pays développés. Donc je suis à l'aise avec le fait que nous aussi, en fait, on préconise un système. Et donc, je comprends l'idée que, bien sûr, il faut prendre en compte les particularités territoriales. Mais malgré tout, le problème, c'est que les déplacements, c'est ce qui fait le lien entre tous les territoires, tous les cadres de vie, tous les territoires, tous les morceaux de la France. Et donc, si on n'a pas un système complet, en fait, on est coincé. Et donc, d'une certaine façon, c'est là qu'on donne sa place à la voiture. Très bien. Parole à Jacques Fernic. Oui, merci, Président. C'est effectivement tout à fait intéressant et stimulant pour la réflexion. Mais quand on réfléchit sur les modèles qui ont été invoqués, le modèle suisse, le modèle hollandais, ni la Suisse ni la Hollande, chers collègues, ne sont des territoires sans voiture. De la même façon, des systèmes de mobilité qui ont changé, et on peut vraiment dire qu'on a accédé à un nouveau système de mobilité. On en a déjà. Il y a tout à l'heure un visuel qui faisait référence. Moi, je vois sur l'agglomération de Strasbourg. On le voit au cœur de Paris, intramuros et au-delà. Et c'est, je veux dire, pour l'essentiel, je dirais, un meilleur partage de la voirie intelligent. Et qui fait qu'il y a du trafic de transit automobile qui a été empêché, dissuadé, qui fait qu'il y a des possibilités de circulation en site propre, ou en tout cas bien protégé, des alternatives à la voiture qui, pour être concurrentielles, compétitives, ont besoin de pouvoir mieux circuler. Et tout cela, effectivement, ça ne s'est pas fait facilement, ça a crispé, ça a coincé. C'est pas toujours facile, hein. Je veux dire, quand sur l'agglomération de Strasbourg, au sens large, on déploie le réseau express métropolitain européen, notre SERM à nous, on s'aperçoit que c'est pas facile, c'est pas évident d'augmenter considérablement l'offre de train, et qu'il faut, c'est la phase dans laquelle on est aujourd'hui, adosser cet effort-là à un renforcement de l'offre de cars et de bus, parce que c'est clair que... Alors, ça veut dire que, je veux dire, il ne faut pas qu'on s'enferme dans un débat, je dirais, théologique, en restant à des formules. Il ne faut pas opposer les modes entre les uns contre les autres. Il faut savoir comment se donner les moyens, effectivement, de faire bouger le modèle, parce qu'il s'agit, en gros, d'inciter
à consommer la voiture avec modération, là où elle est vraiment pertinente. Et c'est clair que dans certaines zones, alors pas simplement en ruralité, hein, on a des zones qui sont très mal desservies, le chiffre était impressionnant, hein, 85% en surface du territoire n'est pas desservi par du transport collectif organisé, hein, régulier, c'est ça que j'ai compris, hein. Et ça représente à peu près 70% de la population. Et quand on a travaillé effectivement sur les mobilités solidaires, on a vu le mécanisme de précarité-mobilité. Alors la question effectivement que je me pose, parce que dans les différentes propositions que vous avez faites, donc il y a le train, il y a les bus, les cars, le vélo, la marche. Il est clair que dans les alternatives à la voiture, c'est à l'autosolisme. Donc l'autopartage, c'est un levier intéressant. Alors oui, transformer tout le parc actuel, le parc thermique bagnole, en parc électrique, ça ne sera pas une solution mécanique. Ceci dit, on ne peut pas abandonner l'idée que toute une partie de nos concitoyens, ne serait-ce parce qu'on dans les pratiques, on a parfois besoin de voitures, etc., ont besoin d'avoir un accès à l'électromobilité et quelque chose qui soit à prix abordable. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez, dernière idée, de cette idée pour réduire la consommation de voitures, d'avoir des systèmes de tarifs d'assurance, en gros, mieux indexés sur, en gros, le kilométrage? Très bien. La parole est à Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, pour l'exposé sur vos travaux qui vont alimenter nos réflexions sur les mobilités. Enfin, vous présentez véritablement un plan de transformation des mobilités, mais ça me semble aussi être un plan de transformation de l'économie, parce que quand vous indiquez que votre système, c'est 50 milliards par rapport à 300 milliards aujourd'hui dans le système voiture actuel, mais après, quelle incidence sur les répercussions économiques de la filière automobile française, enfin voilà, ce que vous proposez étant tellement important, avec des impacts globaux significatifs, voilà, il faut en mesurer l'étendue, et c'est un plan de transformation qui ne peut s'envisager que dans la durée et dans la différenciation, enfin avec les réflexions qui ont été faites par les collègues. Et moi, je voulais simplement témoigner dans les territoires et dans mon département en particulier, la Mayenne, territoire rural, où, comme vous l'avez indiqué, plus de 80% des déplacements se font par la voiture individuelle, et notamment pour aller travailler. Et même s'il y a du développement de solutions d'autopartage en milieu rural, mais après, la voiture est nécessaire, c'est la liberté, mais c'est une nécessité aussi pour permettre aux citoyens d'aller aussi dans leur village. Donc, et de mailler un territoire, et c'est aussi les mobilités, comme vous le savez, c'est l'aménagement du territoire auquel nous sommes très attachés, donc pour irriguer et permettre à chacun de pouvoir aller à son logement en fonction de son implantation. Donc le développement de l'autopartage, et le point que je voulais évoquer avec vous, c'est le développement significatif aussi de pistes cyclables qui sont développées dans les territoires ruraux, mais avec la difficulté d'une interconnexion. Si on parle beaucoup des interconnexions des réseaux d'eau, mais l'interconnexion des pistes cyclables, si elles ne sont pas pleinement sécurisées, elles ne sont pas pleinement efficientes pour permettre une mobilité toute l'année, quelle que soit la météo de nos concitoyens. Encore une fois, qui nous s'est utilisé dans un tourisme vert, et c'est très bien qu'on souhaite développer, mais si on veut des mobilités à vélo ou à pied, il faut des voies qui débouchent sur d'autres voies. Et bon, les collectivités sont particulièrement investies, mais on voit qu'à l'épreuve de la réalité de l'aménagement du territoire, c'est complexe. Merci, chers collègues. La parole est à Jean-Claude Anglars. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, de votre... Alors, je suis d'accord avec ce qu'a dit Olivier Jacquin, c'est décoiffant. Votre intervention décoiffante, ça fait du bien de temps en temps de se projeter. Moi qui viens de l'Aveyron, qui ai connu la voiture qu'à 18 ans, non pas qu'on était arriérés, mais on vivait dans des communautés qui nous permettaient finalement de vivre avec des voisins qui faisaient du covoiturage. Hein. On le faisait, mais par nécessité, c'était pas un choix. Hein. Voilà. Bon, je le dis comme ça. Donc je confirme que la voiture, c'est vraiment la liberté.
c'est vraiment extraordinaire, extraordinaire. Je le confirme, mais bon, voilà. Je voulais, bien sûr, vous n'avez pas évoqué les chevaux, parce que quand on parle des moyens de transport, il faut évoquer les chevaux, les calèches, les bœufs pour tirer les... Non, vous ne l'avez pas dit, mais je dis, ça faisait partie de l'économie qu'on a connue. Et on a quand même 60 ans, et je parle d'un monde qui n'est pas... Voilà. Alors, quand on est en Aveyron, on a des problèmes de déplacement. Rien que le train Rodez-Paris, on n'arrive même pas à faire changer les rames. Vous voyez, les rames pour pouvoir... et qu'ils fonctionnent à l'heure. Je le dis, voilà. Alors, moi, je voudrais que vous puissiez nous dire, vous avez dit, on a travaillé autour de 7 départements ou 7 territoires. Que vous alliez plus loin sur un territoire rural, vous êtes allé jusqu'au bout du dispositif, vous avez cité la Creuse, je crois, tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu jusqu'où vous êtes allé sur le modèle que vous préconisez? Parce que je partage beaucoup de ce qui a été dit ici, en termes de présentation un peu décoiffante, mais souvent il faut effectivement se poser des questions qui paraissent utopiques pour peut-être inventer des choses. Mais moi qui ai connu l'ancien monde, voilà, je me dis, et je sais, si vous voulez, ce que c'est le progrès. Je sais ce que c'est le progrès des mobilités. Hein, voilà. Merci. Voilà, je vais vous laisser répondre et encore 2 prises de parole ensuite. Je voudrais simplement, puisque Jean-Claude a fait référence à la ligne Rodez-Paris en train, je rappelle, je l'ai dit dans la présentation, que vos travaux sont financés par le mécénat de la SNCF. Ça a son importance. Voilà. Je laisse répondre. Alors peut-être je réagis à la question du mécénat. Donc effectivement, le Forum Vie Mobile existe depuis une petite quinzaine d'années. Il est financé en totalité par la SNCF. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on finance et on pilote des projets de recherche. Donc qu'est-ce que ça veut dire être dans les activités de mécénat? Et on finance des recherches, le plus souvent utilisant la géographie, la sociologie, la gestion et l'économie, voire la philosophie. Donc on est plutôt, puisque nous, ce qui nous intéresse, en fait, le cœur de notre projet, de notre programme de recherche, c'est la place des déplacements dans les modes de vie, pourquoi les gens bougent, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qu'ils voudraient changer, qu'est-ce qu'ils voudraient voir advenir. Et donc finalement, l'exercice que l'on mène actuellement là, avec le nouveau système de mobilité nous a emmenés au-delà de ce que l'on faisait précédemment, justement pour répondre à ce que l'on entend à la fois dans les enquêtes où on demande aux gens ce qu'ils souhaitent, mais aussi dans les forums citoyens que l'on organise autour de la mobilité. Donc on a fait un très grand forum citoyen, c'est un peu comme la Convention citoyenne pour le climat, je pourrais en dire plus si vous le souhaitez. Donc sur les mobilités liées au travail, on en a fait un second sur les mobilités liées au temps libre, on a en tête d'en faire un sur les mobilités liées à la santé. Et donc, en fait, qu'est-ce que disent les gens? La grande enquête, c'est une enquête internationale qui concernait des pays aussi développés que le nôtre, et donc avec le même taux d'équipement en voiture. Les gens ne demandent pas des voitures, ils demandent la liberté de se déplacer, de pouvoir partir et revenir quand ils l'entendent. Mais à aucun moment, donc on a... Je dirais que vraiment, on n'a pas de raison tout simplement, c'est ce qui ressort des enquêtes. On n'a jamais de demande de voiture, on a une demande de déplacement. Et donc nous, on est très attachés justement à répondre à ça, la liberté de se déplacer. Je donne un exemple, on a fait un forum citoyen en Île-de-France où les franciliens se plaignaient de ne pas pouvoir venir sur Paris tard le week-end parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux en deuxième couronne le soir. Donc c'est pour dire que c'est un problème qui concerne tous les territoires, y compris ceux qui sont parmi les mieux desservis aujourd'hui. Donc sur le mécénat, donc ce que ça veut dire que c'était un accord qu'on a pris avec la SNCF au départ, que pour que les chercheurs soient entièrement libres, ce qu'ils souhaitent, bien entendu, il n'y ait pas de retour business pour le groupe, et donc c'est ce qu'on fait depuis 15 ans. Après, ce que je dis toujours, c'est qu'il est difficilement envisageable, dans une perspective de transition écologique, d'autonomie stratégique, etc., je ne serai sans doute pas financé par un constructeur automobile, cela va de soi. Donc, sur les questions, donc, les départements et peut-être la méthode. Donc, on a travaillé, en fait, les bureaux d'études. Donc, c'est 2 bureaux d'études, BEL d'un côté, Visea d'autre part, comment l'un et l'autre ayant l'habitude de travailler avec les collectivités locales. Ils ont en particulier travaillé sur la Mayenne et le Loiret, sur la Creuse, les Hautes-Alpes, sur la Gironde et sur la Meurthe-et-Moselle. J'espère que je n'ai
pas oublier de département. Et donc, quelle était l'idée? C'est pourquoi le département? Donc, finalement, ça, je ne l'ai pas présenté. C'est parce que, en fait, c'est la traduction, je dirais, la plus locale du pouvoir de l'État, sur une, je dirais, au sens de la géométrie du département, puisqu'il a été pensé avant la motorisation des déplacements. Et donc, peu ou prou, les départements, si je mets de côté l'Île-de-France, ils ont plus ou moins la même taille. Et donc, en fait, on est dans une sorte de territoire proche du bassin de vie. Les 2/3 des déplacements des gens se font à l'intérieur des départements. Je parle des déplacements du quotidien. Sur des espaces qui ont peu ou prou la même taille. Et donc, en analysant précisément des départements ruraux, des départements moyennes, avec une bonne armature de villes moyennes et de petites villes, et des départements métropolisés, on pourrait monter à l'échelle pour faire le chiffrage, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, pour voir si on absorbait tous les flux, etc. Donc la méthode, c'est celle-là. C'est donc vraiment partir d'espaces locaux, entre guillemets, de départements, voir précisément, et donc vous avez dû voir au fur et à mesure de la présentation des cartes, les bureaux d'études ont regardé tout simplement, très précisément, quel linéaire de voirie pourrait être soustrait à la circulation automobile. Donc c'est ça l'essentiel de la méthode. Et d'ailleurs, vous visiez la question des interconnexions. Effectivement, dans le système alternatif, ce qui coûte, pour l'essentiel, à part l'entretien de la question l'entretien des voies ferrées pour leur permettre le cadencement, c'est effectivement l'interconnexion entre le réseau non accessible à la voiture individuelle et le réseau du système nouveau de mobilité. Donc l'essentiel des investissements sont là pour justement ces interconnexions. Donc après, je vous renvoie, donc on a, je crois, envoyé à l'ensemble de la commission le détail du chiffrage, et je peux y revenir si vous le souhaitez. Dans les autres questions, les questions de M. Fernic, par exemple, sur comment ne pas opposer les différents modes, aujourd'hui, en fait, je dirais que malheureusement, et donc nous sommes les premiers à le regretter, la part des déplacements en voiture ne diminue pas. La part des kilomètres parcourus en voiture ne diminue pas. Donc, ça ne veut pas dire que toutes les politiques publiques qui sont menées ne servent à rien. Elles servent, bien entendu, puisqu'on voit bien qu'il y a de plus en plus d'habitants qui font du vélo, de plus en plus d'habitants que les transports collectifs sont, pour une part, bien remplis. Mais malgré tout, en analyse système, la part modale de la voiture ne diminue pas. Donc aujourd'hui, toutes ces alternatives, ne font pas système. Donc je vais faire peut-être un petit point sur le covoiturage. Le covoiturage, on a fait une note il y a quelques mois qui montre que oui, c'est une solution au plan de la solidarité, mais en aucun cas, c'est une solution systémique. C'est 0,04% des déplacements du quotidien. Il n'y a aucune chance pour que ça se déploie, pour une raison d'ailleurs très simple, c'est que le covoiturage est déployé en termes de politique sans la moindre base de données sur les trajets qui sont effectivement mutualisables. Et sur la question de la diminution du parc, qui se ferait parce qu'on a imaginé proposer un peu de pistes cyclables, un peu de ceci, un peu de cela, il n'y a aucune chance que ça arrive non plus. Pourquoi ? Par exemple, j'entends qu'il faudrait se débarrasser de la deuxième voiture. Mais le problème, c'est que très souvent, quand on a deux voitures, c'est qu'on a besoin d'en avoir deux. C'est parce que monsieur ne travaille pas au même endroit que madame, que les enfants sont grands et qu'ils vont faire leurs études dans un autre endroit. Et puis, malheureusement, comme tous les horaires sont relativement synchronisés, c'est à peu près au même moment. Donc, en réalité, la diminution du parc, de façon théorique, elle supposerait une désynchronisation des rythmes sociaux, etc., qui, pour l'instant, n'est envisagée par personne. Donc, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, la seule chose qui va faire diminuer le parc, c'est le vieillissement du parc thermique et tout simplement la difficulté à le renouveler. Et donc c'est pour ça que nous, on devance un peu, cet état de fait en proposant une alternative. Et donc je termine en fait sur la remarque sur le fait que les parts modales, par exemple en Suisse, que la voiture est toujours très présente en Suisse. Alors je dirais oui, tout à fait. Alors malgré tout, quand même, un point. En France, les transports collectifs, c'est 11% pour le train, 5% pour le car. Donc en gros, tout mouillé, 16%, c'est quand même le double en Suisse. Donc c'est juste pour dire que c'est quand même pas exactement pareil.
Malgré tout, effectivement, dans la mesure où, en fait, comment les gens peuvent acheter des voitures et que, par ailleurs, le pouvoir d'achat des Suisses le leur permet sans aucune difficulté, il n'y a aucune raison pour que on passe à un système sans voiture. Mais par contre, et ça c'est une étude que l'on a menée il y a 5 ans maintenant, l'ensemble des laboratoires de recherche suisses ont été missionnés par le CNRS suisse, le FNRS, pour voir si la Suisse pouvait se passer de voiture. Les chercheurs ont montré qu'en Suisse, c'est possible. Nous, on a fait la même étude avec des chercheurs français sur l'Île-de-France, et on montre qu'en Île-de-France, ce n'est pas possible de se passer de voiture. Donc c'est juste pour dire qu'on est quand même très très loin d'une comparaison possible, quoi. Très bien, la parole est à Jean-Baptiste. Merci, Président. Merci, Madame, pour vos éclairages qui amènent à réfléchir, c'est vrai, mais qui aussi, par certains côtés, moi, me paraissent utopiques. Je vais vous prendre plusieurs exemples. D'abord, le mien. Moi, quand je viens au Sénat, je me lève tôt le mardi matin et je suis ici pour travailler à notre réunion de 10h, 10h30. Si je n'avais pas de voiture, il faudrait que je parte la veille. Je parte la veille, que j'ajoute une nuitée à l'hôtel à côté de l'aéroport. Et au retour, pareil. Je vis dans le Haut-Var, dans un village qui est très rural, un canton très rural, où beaucoup de gens qui vivent là, qui ne sont pas retraités, la plupart sont des retraités, ceux qui ne sont pas retraités ne travaillent pas sur place, travaillent sur Toulon, Marseille, Aix, c'est-à-dire 100 km. Sans voiture, ils ne pourraient pas aller travailler. Parce que pour être à l'heure le matin, il faudrait partir la veille. On n'a pas de ligne de chemin de fer nord-sud. On n'en a qu'une est-ouest. Je vous parlais des retraités. Des retraités dans nos villages, il y en a beaucoup qui aujourd'hui, comme vous disiez, ne sont plus aptes à conduire. Et dans nos petits villages, ils n'ont aucune commodité. Très souvent, même pas de commerce de bouche. On avait mis en place avec le département 2 lignes de bus qui desservaient 3 villages pour arriver au village d'Ops, qui est un village où il y a tous les commerces, pharmacies et médecins, et une autre ligne qui arrivait à Barjol, un village équivalent. Quand on a fait une étude sur ces 2 lignes-là, on s'est aperçu que la ligne Artignosc-Ops, dans l'année, a eu 13 utilisateurs, et coûté 100 000 €, et que la ligne Montmélian-Barjol a eu 0 utilisateur dans l'année. Le chauffeur faisait porte-médicaments. Il descendait les ordonnances à la pharmacie et il remontait les médicaments le soir. C'est tout ce qu'il faisait. Donc, on a supprimé ces lignes. Le département, on est passé au transport à la demande, en pensant que ça pouvait être une solution intéressante. Malheureusement, transport à la demande, on le fait comment? On le fait à l'économie, c'est-à-dire on a fait faire ce transport à la demande par les chauffeurs qui assuraient le ramassage scolaire. Donc, le transport à la demande, il ne démarrait pas avant 9 h, puisqu'avant, ils étaient pris par le transport scolaire, et il finissait avant 16 h, puisqu'à partir de 16 h, il fallait qu'il soit disponible pour le transport scolaire. Mais le transport à la demande, ça n'a pas fonctionné. Pour mon village de Moissac, pendant 20 ans, peut-être plus même, 25 ans, je mettais à disposition le vendredi après-midi un véhicule et un employé communal qui récupérait les gens âgés du village qui n'avaient pas la possibilité de conduire pour les amener à Ops, faire leurs courses, aller chez le médecin, à la pharmacie. Ça a très bien fonctionné. À partir du moment où on a mis le transport à la demande, on était en illégalité, on faisait concurrence aux opérateurs. Donc je l'ai supprimé. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Simplement parce que quand c'était mon employé communal, les gens ont des difficultés, ces gens-là,
des difficultés à se déplacer, des difficultés à porter leurs couffins. Et donc, l'employé communal mettait ça dans la voiture, il débarquait les gens devant chez eux, il débarrassait leur victuailles. Transport à la demande, il y a un arrêt, et puis après de l'arrêt, il faut aller à son domicile. S'il y a 300 ou 400 mètres à faire avec des paquets, les gens ne le faisaient pas. Et donc aujourd'hui, comment ça s'est soldé? Le transport à la demande ne fonctionne plus. Et Memo Sake s'arrange avec leurs voisins, c'est du covoiturage. Quand tu vas faire les courses, tu me prends des victuailles, ou je viens avec toi, tu m'amènes, et voilà. Donc, de se passer de la voiture chez nous, je ne vois pas comment on peut le faire. Merci. C'est bon pour les jeunes. Jeune, bon, il va faire du vélo, on aménage une piste, il fait 5 ou 6 km en vélo pour se déplacer, ça va. Mais après, des gens d'un certain âge, on ne leur fera pas refaire du vélo. Et de toute façon, ça ne correspond pas à leurs besoins. Merci. Jean-Simon Husna pour prise de parole suivante. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Directrice. Moi, je souhaitais simplement réagir à quelques propos, mais vous vous en doutez, nous ne sommes pas tous d'accord dans cette commission. C'est ce qui fait la richesse de notre Assemblée. Sur le principe de liberté, vous l'avez rappelé, je pense que tous nos concitoyens en ont conscience. Il y a également celui de responsabilité, y compris dans les territoires ruraux, la volonté de pouvoir réduire les impacts écologiques des déplacements, mais de disposer des moyens pour pouvoir le faire. Et ce que l'on a observé, mais pour l'instant c'est vrai exclusivement dans les territoires métropolitains, c'est qu'il fallait assumer une part de contrainte et que le changement de comportement, de pratique, était lié à ces réductions, ce que disait Jacques Fernic tout à l'heure, mais possibilité pour la voiture à partir du moment où on offrait des alternatives attractives. C'est tout l'enjeu également sur les territoires ruraux. Et là, je prendrai l'exemple en Bretagne, puisque je suis élu du Morbihan. J'ai vu que vous aviez donné un certain nombre d'exemples bretons, où nous avons dans le centre Bretagne la volonté de beaucoup de voir le train revenir dans ce territoire qui pour l'instant est exclusivement desservi par du car, à l'exception du fret. Et donc le message que nous avons fait passer pour l'instant, puisque c'est un horizon au mieux à moyen long terme, c'est de dire à nos concitoyens, empruntez les cars, remplissez-les, pour que nous puissions faire la démonstration justement de la nécessité de passer à un mode encore plus industriel de déplacement collectif. Vous avez évoqué la fibre pour le télétravail. Là aussi, ça c'est une compétence et un engagement des collectivités extrêmement important. Moi je voulais revenir sur 2 points. Le premier que vous avez peut-être évoqué au tout début, j'ai raté les toutes premières minutes, c'est le rôle des entreprises et des administrations, des employeurs d'une façon générale, dans l'évolution de leurs pratiques, à la fois les horaires de début de journée, de fin de journée, parce qu'il est clair que des solutions collectives ne peuvent pas fonctionner si tout le monde démarre à la même heure. Si nous avons un circuit de cars, par exemple, on a des exemples dans nos territoires respectifs, vous allez desservir une usine A, une administration B. Si tout le monde démarre en même temps, évidemment, personne ne peut emprunter cette solution de mobilité partagée. Donc, est-ce que vous avez engagé ce travail avec les employeurs, sachant que les administrations elles-mêmes sont souvent quand même réticentes et loin d'être à la pointe en matière d'évolution des pratiques. Et puis, deuxième question, mais qui a déjà été évoquée par un certain nombre de collègues, c'est sur les expérimentations. Est-ce que vous avez ciblé des territoires? Bon, encore une fois, je prendrai simplement l'exemple breton. Je pense qu'il y a un certain nombre d'élus, pour faire écho à ce que disait notre collègue Olivier Jacquin, qui seraient tout à fait volontaires. À quelles conditions, dans quel calendrier cela vous semble-t-il envisageable? Très bien, la parole est à Jean-Marc Delia. Merci, Monsieur le Président. Madame la Directrice, moi je voulais évoquer les difficultés un peu plus financières par rapport aux autorités de transport. Parce que dans votre démarche participative, je voulais savoir si vous aviez déjà interrogé ces autorités de transport qui sont sur leur territoire et qui connaissent parfaitement
les besoins, qui les ont analysés, diagnostiqués, et qui sont quelquefois en difficulté financière pour les opérer. Parce que la problématique, c'est que souvent, on parle de milieu rural, mais c'est là où il y a le moins de moyens pour mettre en place des transports en commun. Il y a un décalage très souvent entre des autorités de transport qui sont sur des parties denses, qui au final ont aussi des moyens financiers qui leur reviennent et qui quelque part ne jouent pas la solidarité avec le territoire qui est juste à côté, qui est plus rural, qui lui a moins de financement et qui a moins de moyens pour faire circuler les bus. Et très souvent, on a ces problématiques que nos concitoyens ne comprennent plus. Puisqu'ils passent d'un territoire à l'autre avec des tarifications qui sont complètement différentes. Et je voulais savoir si, lors de votre démarche participative, vous aviez eu des remontées de ces autorités de transport qui ont des solutions quelquefois sur leur propre territoire, mais qui ne peuvent pas les mettre en œuvre pour des problèmes financiers, et d'autres quelque part qui mettent des bus plus cadencés parce qu'ils ont des moyens, mais qui pourraient aider ces territoires un peu plus ruraux. Merci, chers collègues. Je vous laisse répondre à cette série de 3 questions, 3 interventions. Alors là aussi, je vais peut-être commencer par la fin. En fait, donc effectivement, il y a quelques endroits, enfin, je ne l'ai pas cité, ça apparaissait à l'écran, donc il y a des gens qui réfléchissent au titre unique. Donc par exemple, les Hauts-de-France l'ont mis en place, là, comment, avec le passe-passe. Et donc oui, c'est vraiment, je dirais, c'est une demande des citoyens dans nos forums citoyens, que non seulement de pouvoir se déplacer librement, mais aussi que ce soit aisé, que ce soit lisible. Aujourd'hui, le fait que les opérateurs différents aient leur propre système d'information, leur propre système de billettique, etc., pour le voyageur, l'usager lambda, ça ne l'intéresse pas. Donc, quel que soit le système d'organisation que l'on décide, parce qu'on considère que c'est intéressant d'avoir de la concurrence ou pas, peu importe en réalité, mais par contre, pour l'usager, il faut que ce soit beaucoup plus simple. Donc ça, c'est sûr. Donc, effectivement, je dirais que sur la question des AO qui sont très centrés sur les territoires plus denses, c'est typiquement en fait ce qu'on essaye de mettre à l'agenda, c'est qu'il faut, c'est une sorte de révolution culturelle au sens de se dire les transports collectifs, c'est pas pour les endroits où il y a les flux tels qu'on les présuppose, et dans la mesure où en plus on les amplifie, c'est-à-dire que pour vous répondre en partie, mais je n'oublie pas toutes vos questions, pourquoi en fait il n'y a pas de commerce de bouche ou il n'y a plus de commerce de bouche à proximité? C'est justement à cause de la voiture. C'est parce que en fait la voiture est tout un système de concentration du commerce, des activités, fait qu'on a une désertification d'une partie du territoire. Donc logiquement, le système qu'on essaye de défendre va entraîner quand même un autre système aussi d'organisation des commerces de proximité. Aujourd'hui, il faut quand même avoir en tête que, par exemple, les schémas directeurs d'accès aux services administratifs sont structurés sont labellisés en fonction de la distance faite en voiture. Donc en fait, c'est un peu fou, entre guillemets, dans la mesure où, comme on le disait, il y a toute une partie de la population qui ne peut pas se déplacer avec la voiture, et pourtant, les services administratifs sont accessibles de cette façon-là. Je referme la parenthèse. Sur la question des horaires, donc aujourd'hui, en fait, effectivement, donc, je m'écarte un petit peu de la question du système alternatif, même si nous, on a en tête la question de la desserte des territoires de façon cadencée, tous horaires, tous les jours, et H24, entre guillemets. En fait, finalement, en gros, c'est le bazar. C'est-à-dire que ou plutôt, c'est de la sursynchronisation. Le télétravail, par exemple, nous, on a beaucoup travaillé dessus, en se disant, c'est quand même un truc formidable, il y avait 2% de la population active qui télétravaillait avant le Covid, 50% de la population active de l'Île-de-France pendant le Covid, et aujourd'hui, post-Covid, sur l'ensemble de la France, c'est à peu près 22-25%, suivant comment on compte. Donc on n'a pas beaucoup de leviers en termes de politique publique qui concernent autant de gens. D'un seul coup, on a un quart de la population active qui peut, restructurer ses déplacements. Nous, on se dit, c'est vraiment typiquement, il y a depuis longtemps des réflexions sur les politiques horaires, les politiques temporelles. Il y a le réseau des collectivités locales qui s'intéresse à ça, avec relativement peu de succès. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, quand on pensait des synchronisations, on pensait des synchronisations à la journée.
Or, on est quand même assez synchronisés tous autant qu'on est. On a plutôt tendance à se lever le matin, à déjeuner le midi et à rentrer le soir. Donc désynchroniser à la journée, c'est pas si simple, surtout quand on sait que la seule chaîne de déplacement réelle que l'on fait, c'est accompagner les enfants sur le chemin du travail. Et par définition, l'école, elle ne peut pas être désynchronisée. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'il y avait des idées, on a essayé de... mais ça restait anecdotique. Le télétravail, c'est un truc formidable, ça permettrait de désynchroniser les horaires à la semaine. Et ça, c'est très possible. C'est-à-dire, on pourrait dire, une partie de la population va sur site, donc la population qui a des métiers télétravaillables. On travaille par ailleurs sur les métiers qui ne sont pas télétravaillables, mais ce n'est pas le propos à l'instant. Une partie de la population pourrait aller sur site en début de semaine et une autre partie de la population en fin de semaine. Aujourd'hui, les entreprises, elles c'est pas leur souci, en fait. Elles ne s'en occupent pas, en fait, parce qu'elles se disent, bon, finalement, voiture ou transport collectif, peu importe, en fait, entre guillemets. C'est pas que je leur en fais pas d'ailleurs grief, c'est tout simplement pas leur objet. Du moment que les gens arrivent sur site au moment prévu, finalement, ils ne s'en soucient pas. Donc, nous, on essaye de plaider pour qu'il y ait une prise en compte politique de la question de la spatialisation et de la temporalité du télétravail. Pour l'instant, on n'a pas de succès, avec l'idée que c'est un truc à gérer entre les salariés et les entreprises. C'est dommage, c'est un levier gigantesque. L'IGEDD a fait un rapport extrêmement intéressant pour expliquer qu'il n'y a aucun doute sur le fait que le télétravail a des effets bénéfiques en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on peut s'en saisir et on pourrait l'organiser. Aujourd'hui, on est quand même presque vraiment au seuil de l'absurdité. On a des gens qui télétravaillent alors qu'avant, il n'y en avait pas. Et on a une sursynchronisation pour que les gens aillent sur site le mardi et le jeudi en Ile-de-France et rester chez soi le lundi, le mercredi et le vendredi. Ce qui fait qu'on a une très mauvaise allocation de l'argent public, puisqu'on a un déficit de transport collectif, on peut dire en termes de fréquence, le mardi et le jeudi, et puis plutôt une surcapacité les autres jours. En dehors de l'Île-de-France, ce n'est pas exactement le même rythme. Bon, c'était pour l'illustrer parce que c'est peut-être le plus simple. Voilà. Donc c'est pour dire, oui, effectivement, avoir une politique spatio-temporelle de nos déplacements, c'est extrêmement important. Malgré tout, juste une remarque, les déplacements domicile-travail, qui, je dirais, structurent une bonne partie de nos politiques de mobilité et de leur financement, c'est seulement 20% des déplacements. Donc en fait, on se focalise là-dessus, on comprend bien pourquoi et c'est bien sûr très important, mais le domicile-travail, c'est 20% des déplacements. Il y a encore 20 autres % de déplacements dans le cadre du travail, parce que vous, comme moi, des fois on a des rendez-vous dans la journée, comment les artisans se déplacent toute la journée, etc., etc., les aides à domicile, je pourrais prendre plein d'exemples. Et puis par ailleurs, on a quand même 60% des déplacements qui ne sont pas des déplacements liés au travail. Alors tout simplement parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on met régulièrement sur la table, il n'y a quand même que la moitié de la population qui travaille et que quand on travaille, même quand on adore son travail, on ne fait pas que ça. Donc voilà, donc tout ça pour dire que nous on propose un système holistique entre guillemets qui permet à tout le monde de se déplacer pour tous les motifs, alors que le système actuel il est très structuré par le domicile-travail. Et donc sur tous les exemples que vous donniez, je le comprends parfaitement en fait, et c'est assez désespérant en fait pour les collectivités locales parce que elles essayent, elles voient les problèmes, donc finalement le diagnostic que l'on a fait, je dirais conjointement, vous le connaissez en fait, vous connaissez la population qui est en difficulté pour se déplacer, qui n'a pas accès, et finalement vous avez peu de moyens en fait pour l'aider. Et en fait, quand vous le faites, vous avez l'impression que l'écart transporte des bancs, entre guillemets, etc. Donc je vois très bien l'impasse dans laquelle vous vous trouvez, et aussi, je dirais, la dimension un peu désespérante que cela a. Mais moi, je me permets de réinsister sur notre vision, c'est parce que ça n'est pas systémique. Et c'est aussi que ça montre que malgré toute la bonne volonté d'élus locaux qui veulent faire des choses, tant qu'il n'y a pas une vision un peu plus grande, un peu plus structurée de l'ensemble des alternatives, en fait, ça ne peut pas se déployer, ça ne peut pas marcher. Très bien, merci. Écoutez, voilà, matière à réflexion, c'est le rôle d'un think tank d'ailleurs, de tracer des orientations, des pistes, à chacun ou pas d'ailleurs de s'en saisir et de faire en sorte, soit nationalement, soit localement, de mettre en œuvre une partie de ces orientations, préconisations. Voilà, donc on en a terminé pour cette partie. Je vais pouvoir vous libérer en vous remerciant de cette intervention et de ces échanges.
J'ai juste une information à vous donner par rapport au texte d'énergie. Voilà, puisque on est en plein dans l'examen, avec un passage en commission des affaires éco hier matin, et dans l'hémicycle très prochainement. Merci.